L'invité de Renaud Blanc sur Radio Classique et Paris Première. Voilà Benoît Hamon qui parle de la ligne 12 avec Guillaume Tabar. Dès qu'il neige à Paris, effectivement, c'est toujours très compliqué. C'est un colis suspect. C'était un colis suspect. Là, c'est pas la neige. D'accord, Benoît Hamon. Merci en tout cas d'être arrivé jusqu'à notre studio, le cofondateur du mouvement Génération. On va commencer par la réforme de la SNCF. Les syndicats parlent de casse du service public. Et vous, Benoît Hamon ? Écoutez, on a des raisons d'être inquiets. Alors, la bonne nouvelle, si j'écoute Édouard Philippe, ce serait qu'il renoncerait à fermer les gares et les lignes non rentables. Oui. Pour autant, c'est ce qu'il a annoncé. Pour autant, il annonce qu'il faut que la SNCF réduise ses coûts de 30% et qu'on va donc inscrire l'avenir de la Société des chemins de fer dans la concurrence. La réalité, c'est que la compétition sera féroce sur les lignes les plus rentables et se posera la question tôt ou tard, dans les mois qui suivront cette réforme, de savoir comment la SNCF reste compétitive. Et on peut s'attendre assez légitimement à ce que, effectivement, des gares et des lignes non rentables ferment. Finalement, on concentre cette réforme sur la question du statut des cheminots. Je pense que le principal enjeu est ailleurs. Il est en matière d'aménagement du territoire. Abandonne-t-on des territoires déjà très enclavés ou pas ? Mais lorsqu'une entreprise accumule 50 milliards de dettes, il faut réformer ? Mais on peut observer que la SNCF vient de faire 500 millions d'euros de bénéfices, donc ça va mieux à la SNCF, donc ça permet de réduire la dette. Pour vous, il n'y a pas forcément besoin de réforme. Si, on peut toujours tout regarder. La question, c'est de quel point de vue on se place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le service public. Est-ce qu'il est légitime qu'aujourd'hui, sur des pans entiers du territoire, on n'ait pas les mêmes opportunités de mobilité qu'en région parisienne ? Est-ce qu'il est légitime qu'on ait des déserts médicaux ? Est-ce qu'il est légitime que les commerces s'en aillent ? Est-ce qu'il est légitime que les classes ferment ? Non. Et le service public, il doit s'attacher à assurer l'égalité d'accès des citoyens à un certain nombre de prestations, dont la possibilité de se déplacer d'un point à un autre. Et c'est pour cela qu'a été faite la SNCF. Et évidemment, il y aura des lignes non rentables. Évidemment, pour électrifier le sommet des montagnes, ça coûte plus cher. Évidemment, il y a des endroits du territoire où, pour garantir le service public, ça coûte plus cher. Si demain la SNCF se détourne de cela, elle cesse d'être un service public. Et ce sont les droits des Français qui sont remis en cause. Et moi, je leur demande de regarder cela, et pas simplement le statut de ceux qu'on nous présente comme des privilégiés, les cheminots. Venant de la part d'Énarque, c'est assez marrant de voir qu'ils ciblent les cheminots. Vous êtes prêt à descendre dans la rue ou pas, Benoît Hamon, sur cette question ? Pour le service public, oui. Pour les territoires aujourd'hui enclavés, oui, parce que je trouve que c'est anormal qu'après les bureaux de poste, après les cabinets de santé, après les classes, que ce soit les gares qui ferment, je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement injuste et indifférent aux inégalités sociales que l'on s'attaque maintenant à la fermeture des gares après avoir laissé des territoires se vider de leur population et de leurs services publics et de leurs activités économiques. Alors, dès que je vous ai parlé de réforme, vous avez dit oui, peut-être, mais en attendant, les Français, eux, veulent, en tout cas, c'est ce qu'on les sondages, ça peut changer, évidemment, mais les Français veulent la réforme. Mais ils veulent la réforme. Quand on regarde les sondages, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Quand vous leur présentez les cheminots comme des gens qui font voyager gratuitement leur famille, comme dans un récent sondage, on peut dire oui, c'est un privilège indu. Donc, on veut cette réforme-là. On peut leur montrer que 14 milliards chaque année est donné à la SNCF. Oui, mais est-ce que vous pensez que les Français veulent que leur gare ferme ? Non, mais est-ce que vous pensez qu'ils veulent que leur gare ferme ? Est-ce qu'ils veulent moins de trains ? Édouard Philippe dit pas ça non plus. Non, mais d'accord. Mais si vous réduisez de 30% les coûts, allez-vous me dire comment on va faire les investissements nécessaires pour assurer que les trains partent à l'heure, qu'ils soient suffisamment nombreux, pas trop chargés, qu'ils offrent des opportunités de service intéressantes ? Tout ça n'est pas sérieux. La réalité, c'est qu'on va se concentrer sur les lignes les plus rentables, c'est-à-dire celles qui rapportent du cash, et qu'on délaissera probablement progressivement pour rester compétitif les lignes qui sont des lignes déficitaires. Et c'est de ça dont on parle. Est-ce que finalement on s'intéresse aux territoires qui vont bien, là où justement les lignes sont rentables, où ça circule beaucoup, ou est-ce qu'on s'intéresse à la façon dont ce pays se développe, grandit le plus harmonieusement possible ? Et pour que nous évoluions harmonieusement, il est nécessaire de penser l'aménagement du territoire, et il faut pour cela concentrer des investissements là où on en a le plus besoin. La réforme de la SNCF, c'est la fin de cette France qui était reliée d'un point à un autre par le chemin de fer. Benoît Hamon, question sur vous dans le paysage et à gauche, vous vous situez où aujourd'hui ? Parce qu'on a un petit peu de mal. Clairement à gauche quand même, ça doit être pas difficile. Mais non, justement à gauche, vous vous situez où aujourd'hui ? On a la France insoumise, on a le PS et on a Benoît Hamon au milieu, ou c'est plus compliqué que ça ? Je me positionne ni par rapport à l'un ni par rapport à l'autre. D'abord parce que je pense que tout ça continue à se transformer, qu'on a un peu de mal aujourd'hui à se départir des étiquettes passées. Moi, je ne me
situe plus dans une culture qui se rattacherait seulement à l'histoire du Parti socialiste auquel j'ai appartenu pendant plusieurs années. Je pense qu'aujourd'hui, la question écologique... Vous l'avez quitté en juillet. Oui. Ça a été difficile ou pas? Oui, c'est toujours une décision difficile, mais j'ai pensé à un moment que les idéaux qui étaient les miens ne pouvaient plus s'épanouir dans cette formation politique-là. Je pense que quand la bureaucratie prime sur tout le reste, les idées s'éteignent et il faut en sortir. Et c'est la raison pour laquelle... et là, il est en pleine reconstruction, justement. Ouais, vous auriez pu... Non, mais vous auriez pu... Ouais, j'aurais pu, mais on peut essayer. Mais vous auriez pu inviter un membre du Parti socialiste si vous en aurez parlé. Mais comme vous m'avez invité moi, je vais vous parler de ce qui me pense que je juge important, c'est de construire justement de nouveaux mouvements politiques qui soient beaucoup plus horizontaux. Génération, le mouvement que nous avons créé est, par exemple, très européen, très fédéraliste. Nous pensons que s'il faut rompre avec les politiques austéritaires qui ont été mises en œuvre en Europe et qui expliquent pour beaucoup le décrochage des peuples européens par rapport à l'aventure européenne, s'il faut rompre avec cela, il ne faut pas pour autant rompre avec l'Europe. C'est-à-dire jeter l'Europe avec le libéralisme. C'est la raison pour laquelle, sur la question de la transition écologique, sur les grandes métamorphoses du travail, nous pensons... Ça, c'est la grande question avec Mélenchon, l'Europe. Mais c'est la grande question avec les Français. C'est est-ce qu'ils pensent encore que le projet européen peut améliorer leur vie et pas simplement, finalement, faire fonctionner un marché? En quoi est-ce qu'on muscle le jeu européen? En quoi on permet aujourd'hui de penser l'évolution des traités, mais en attendant qu'ils évoluent, comment d'ici là, améliorer les choses sur le plan social, sur le plan écologique. Je vais prendre un exemple. Moi, je considère aujourd'hui que la politique qui est celle de la Banque Centrale Européenne, qui injecte des liquidités tous les mois dans l'économie européenne, si une moitié de ces liquidités étaient fléchées vers des investissements pour lutter contre le réchauffement climatique, pour favoriser les énergies renouvelables, pour opérer la transition écologique, c'est-à-dire la conversion de notre économie à l'écologie, eh bien, nous aurions là une contribution extrêmement positive. Est-ce possible avec les traités existants? Oui. Faut-il attendre 10 ans? Non. Eh bien, c'est pour cela que moi, je veux me mobiliser avec le mouvement Génération. Justement, les européennes, vous avez envie d'y aller seul ou vous avez envie de rassembler? Parce que souvent, vous dites, il faut la jouer collectif à gauche, sauf que vous parlez pas Mélenchon, vous voulez plus parler au Parti Socialiste. Alors, comment on fait et quelles sont vos ambitions pour les européennes? Non, c'est pas que je ne veux pas parler. Je donne mes convictions. Oui. Et puis j'écoute celles des autres. C'est pourquoi j'ai aucune forme de sectarisme. Au contraire, je dis pas alignez-vous sur ma position. Et puis ensuite. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer justement, Benoît Hamon, que vous fassiez campagne pour les européennes avec d'autres partis politiques? Évidemment. Et nous y travaillons. Mais il n'y en a pas 35 000, oui, mais pour commencer, il faut construire une coalition européenne. Oui. Avant de se poser la question de savoir avec qui on va coalition européenne avant une coalition nationale. Il me semble, oui, parce que s'il n'y a pas d'agenda politique commun en Europe, il n'y aura pas de nouvelle majorité, donc de nouvelles politiques possibles au sein du Parlement européen. C'est la raison pour laquelle, avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie grecque, nous serons à Naples et avec plus d'une vingtaine de formations politiques européennes pour lancer un grand appel transnational, progressiste, écologiste, démocratique européen qui vise à construire une nouvelle majorité au Parlement européen. Donc vous parlez quand même plus facilement avec des Européens qu'avec des Français, par exemple. Non, mais les Français sont spécialistes pour parler aux Français, mais quand il s'agit du Parlement européen, il vaut mieux parler à des Européens. C'est pas pour vous renvoyer au PS, mais qu'est-ce qui vous sépare, par exemple, d'un Emmanuel Morel aujourd'hui? Mais parce que vous avez dit que vous ne prendriez pas position pour tel ou tel. Voilà, je n'ai pas de poulain au Parti socialiste. Et je voudrais comprendre ce qui vous sépare, par exemple, d'un Emmanuel Morel. On sent que vous êtes assez proche, même sur l'Europe, par exemple. Mais écoutez, moi je considère aujourd'hui que le cycle de la social-démocratie, tel qu'elle a existé, est terminé. Je pense que jouer la mouche du coche dans des appareils qui sont des appareils qui n'honorent plus ni leurs promesses démocratiques ni leurs promesses sociales, ça ne sert pas à grand-chose. C'est la raison pour laquelle moi je construis un mouvement qui a passé les 50 000 membres en quelques mois, qui s'inscrit durablement dans l'avenir de la gauche française. Vous avez un siège qui vise... Vous cherchez un... Oui, on l'aura, on vous le dira, mais c'est dans quelques jours. Ouais. Vous verrez, ce sera au cœur de Paris. Et le but, c'est véritablement de penser et d'accompagner ces grandes transitions. Sinon, on ne sert à rien. Moi, vous savez, quelqu'un qui existe entre le PS et la France Insoumise, ça sert à rien. Je veux dire, les positionnements de cette sorte, ça n'a aucune utilité. Il me semble aujourd'hui qu'on a quand même 2-3 questions lourdes qui doivent être traitées dans le débat politique. C'est la raison pour laquelle je continue à m'engager. Lorsque Jean-Luc Mélenchon vous qualifie de manœuvrier en disant que vous voulez siphonner le PC, le PS, vous répondez quoi? On a l'impression d'une
un rapport un peu du je t'aime moi non plus avec Mélenchon, parce qu'un jour vous avez envie de parler avec lui, mais lui veut pas, et puis après c'est l'inverse. Mais non, mais je pense que tout ça c'est du cinéma, et ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, mon objectif, je serai aujourd'hui au salon de l'agriculture, c'est parler alimentation, c'est discuter de la manière dont demain on s'assure que notre modèle agricole n'est moins productiviste, moins tourné vers l'export et davantage attaché à assurer une qualité de l'alimentation pour tous, ce que beaucoup d'exploitations agricoles font. Je suis très inquiet par exemple que la France ait donné comme instruction à ses négociateurs au niveau européen de ne pas augmenter le budget de l'Europe, mais à l'intérieur de ce budget de l'Europe d'augmenter les dépenses en matière de défense, de protection contre les migrations. Que restera-t-il pour justement la politique agricole commune? Je me pose la question, les ministres défilent au salon de l'agriculture, or ils se positionnent aujourd'hui sur une baisse des subventions allouées à la transformation de notre modèle agricole vers un modèle qui soit beaucoup plus bio d'une part et beaucoup plus respectueux de notre environnement d'autre part. Donc voilà les sujets qui sont importants. Après, honnêtement, Mélenchon, les autres, tout le monde, savoir ce que j'en pense, je pense que ça n'a aucune importance. J'en suis pas sûr, mais bon, ça c'est votre réponse. Il y a un an, vous étiez le candidat du Parti socialiste. Les choses vont très très vite. Vous avez fait 6,36%. Vous voyez quoi comme avenir national, Benoît Hamon, parce que vous avez une personnalité à gauche. Est-ce que vous avez envie, simplement d'acquérir le pouvoir, par exemple, en 2022 ou pas? Moi, je pense qu'il faut parce que vous parlez beaucoup de l'Europe, pardonnez-moi, mais j'attends un petit peu sur le côté national, même si c'est lié forcément. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez encore une ambition nationale? Moi, je pense que la gauche doit se préparer à l'après-Macron. Il y a aujourd'hui une forme de... Vous avez dit, au pire, d'ici 2022. J'ai pas tout à fait saisi. Vous imaginez qu'Emmanuel Macron puisse partir avant 2022 ou non, mais je pense qu'il faut préparer l'alternance démocratique. Je pense que d'ici là, il y aura effectivement des tensions dans la société française. On peut pas gouverner dans l'indifférence aux inégalités. On peut pas faire ce qui se fait dans les écoles aujourd'hui. Vous rendez-vous compte? Moi, j'approuve ce que fait Blanquer sur le ministre de l'Éducation nationale, sur le CP-CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. On dédouble les classes, 12 par classe. C'est formidable. Ça permet de mieux suivre les gamins. Mais en réalité, comme on le fait à moyen constant parce que Emmanuel Macron est obsédé par la question des déficits publics, on ferme des classes dans le reste de la France, on surcharge des classes dans le reste de la France pour affecter des professeurs supplémentaires dans les zones d'éducation prioritaire. On déplace les inégalités des territoires les plus en difficulté vers des territoires qui étaient un peu sous tension, mais qui vont basculer justement dans des situations conflictuelles. Et je pense que cette indifférence aux conséquences sociales de politique qui aujourd'hui finalement se résume à faire valoir la Startup Nation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la Startup Nation? Est-ce que vous pensez qu'il y a un début de nation dans une start-up? Start-up, ce sont des entrepreneurs qui visent à court terme à réussir un projet entrepreneurial et souvent à vendre pour s'enrichir leur entreprise. Pas que, il peut y avoir des jolis projets derrière, mais ça ne résume pas un projet politique. Donc Génération aura un projet politique, Génération a déjà un projet politique. Oui, va présenter des candidats dans les différentes élections. Et aspire à être la force centrale de la gauche française, une force extrêmement ouverte, non hégémonique et soucieuse de dialogue. Ce que j'essaye de faire, c'est pour ça que je pense que ça ne se résume pas à des dialogues entre chefs au gré de leurs humeurs. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Le cofondateur de Génération, l'invité ce matin de Radio Classique et de Paris Première.